Alors là, on voit Moshe Flinker et sa sœur, et on comprend qu'ils ne sont pas aux Pays-Bas, mais à Bruxelles, parce qu'ils ne portent pas l'étoile jaune, tout simplement. La photo suivante est la photo des 4 cahiers, donc, que nous avons appelés les carnets de clandestinité de Moshe Flinker dans l'édition française. Et je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur ces 4 cahiers. Quelques compléments d'information biographique tout d'abord. Moshe est né en octobre 1926 à La Haye. Donc ses parents, Eliezer Noar et Mendel de Rocanini, ont fui la Pologne pour venir s'installer à La Haye dans les années 20. Ils ont eu les 7 enfants dont on a parlé tout à l'heure, entre les naissances étalant entre 1925 et 1935. Moshe a fréquenté l'école publique jusqu'en septembre 1941, date de publication du décret excluant les juifs des écoles publiques. Il a reçu aussi une éducation juive très approfondie, notamment auprès d'un précepteur dont il parle beaucoup dans son journal, qui était le rabbin Grebel. Et il est particulièrement doué pour les langues. Le yiddish qu'il entend et qu'il parle à la maison, le néerlandais qu'il apprend et qu'il parle à l'école, mais il a aussi appris l'anglais, l'allemand, le français, et il maîtrise suffisamment l'hébreu à l'âge de 13 ans pour avoir fait son discours de bar mitzvah dans cette langue, alors que la guerre venait à peine d'éclater. En août 1942, la famille Flinker va décider de fuir la Hollande pour la Belgique parce que c'était le moment où toutes les familles juives à cette époque-là recevaient des convocations pour se rendre à la gare, souvent à une heure avancée de la nuit, avec quelques vêtements, sans autre indication, ce qui signifiait tout simplement qu'ils allaient être déportés, mais ils ne le savaient pas. Et la phrase codée entre la mère de Moshe et son père, qui à ce moment-là se trouvait dans une petite ville frontière entre la Hollande et la Belgique, était la suivante. Les invitations au mariage sont arrivées. Le père comprend de quoi il s'agit et il envoie immédiatement chercher sa famille qui, après quelques péripéties, se retrouve à Bruxelles. Et entre août 1942 et avril 1944, la famille Flinker, désormais Flinkier, va vivre à Bruxelles, cachée, sous une presque fausse identité, mais en tout cas sous une fausse religion, puisqu'ils se sont déclarés comme protestants. Elle est ce qu'on pourrait dire une famille juive, chassidique et bourgeoise. Alors, juive, je l'ai déjà dit pourquoi. Chassidique parce que son père, Eliezer, était proche du chassidisme de Gour. Et bourgeoise parce que Eliezer Noar était un homme d'affaires assez brillant, qui avait fort bien réussi. Et grâce à cela, d'ailleurs, il a pu sauver sa famille. Il avait réuni suffisamment d'argent, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir payer grassement les intermédiaires nécessaires pour l'obtention, par exemple, des vrais faux papiers. Assez d'argent aussi pour avoir eu la possibilité, lors de leur séjour aux Pays-Bas, de donner une éducation juive à ces 7 enfants par des précepteurs privés qui venaient à la maison et qui enseignaient donc à la fois aux filles et aux garçons. Un mot maintenant des 4 cahiers que vous avez sous les yeux. Ces 4 cahiers ont été retrouvés par la sœur aînée de Moshe Flinker lorsqu'il est revenu de déportation en 1945, dans la cave de l'immeuble où ils ont vécu, dans la banlieue de Bruxelles, pour ceux qui connaissent, à Schaerbeek. Les cahiers, les enfants, précision importante, tous les enfants survivants de la famille Flinker vont émigrer en Israël. Et quand je parle des survivants, c'est le moment de dire un mot justement, puisque, on le verra tout à l'heure aussi, les parents de Moshe Flinker et ses 2 sœurs et lui sont seuls arrêtés, déportés à Auschwitz. La maman de Moshe Flinker est immédiatement gazée. Ils sont déportés par l'avant-dernier convoi qui part de Malines
le 19 mai 1944. Entre mai 1944 et octobre-novembre 1944, les deux sœurs aînées sont en camp de travail et Moshe et son père réussissent à rester ensemble pour, en fait, jusqu'à la fin. J'en dirai un mot tout à l'heure. Les cahiers ont été transmis et arrivés entre les mains du rabbi de Gour et ensuite transmis à Shmuel Yosef Agnon, le prix Nobel de littérature, qui visiblement impressionné les recommande à Yad Vashem pour publication. Et c'est le document que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le livre en hébreu Yomano Shel Moshe Flinker, publié en 1956. Yad Vashem publie aussi une version en anglais et une version en yiddish. J'ai noté par ailleurs que des traductions ont été publiées dans les années 70, environ 80, en néerlandais, en italien et en allemand. Et en 2017, paraît l'édition française, donc chez Kalman Levy, en coédition avec le Mémorial de la Shoah, donc c'est ce livre-là. Un mot des 4 cahiers que nous voyons, que nous avons sous les yeux maintenant. Il y a au milieu le cahier marron, qui est le journal lui-même, assez court, 125 pages. Moshe tient son journal pendant 10 mois, entre novembre 42 et septembre 43. Et ce journal comprend seulement 36 entrées, dont 24 au cours des 3 premiers mois. Voilà, pour vous donner une idée de la teneur quantitative, mais pas qualitative, de ce que Moshe y a écrit. Le cahier gris qui se trouve sur la droite et dont on verra la couverture en gros plan tout à l'heure, est un cahier qui est d'environ 150 pages, dont la moitié sont des pages écrites en arabe, 8 en néerlandais et le reste essentiellement en hébreu, comprenant des textes de la Bible, du Talmud, mais aussi des chants liturgiques, des poèmes religieux traditionnels, des réflexions que Moshe écrit au fil du temps. Les 2 cahiers devant, le cahier bleu et le cahier noir, sont des tout petits fascicules. Le cahier bleu fait 25 pages, dont la moitié est écrite en hébreu et l'autre en néerlandais. Et le cahier noir comprend une vingtaine de pages de textes qui sont en hébreu, essentiellement copiés par Moshe de la Torah, mais aussi des prophètes et des hagiographes. Au premier abord, le cahier marron, donc le journal intime d'un adolescent de 16 ans qui se sent seul, qui a perdu ses repères et pour qui écrire est tout simplement une manière de tromper l'ennui. C'est un journal intime classique, on pourrait dire. Et c'est ce que Moshe va commencer à faire. Raconter sa vie de tous les jours à La Haye, une vie sous occupation nazie, tissée d'interdits de plus en plus nombreux, ce qu'il a appelé la longue chaîne des persécutions. Puis il raconte l'évasion vers la Belgique, l'arrivée à Bruxelles, la recherche d'un appartement, les tickets de rationnement, les courses, la bibliothèque de la communauté juive, l'école de sténodactylo. Je ne sais pas si le mot vous dit encore quelque chose. La sténodactylo, il a fréquenté une école de sténodactylo pendant quelques mois. Une vie en apparence simple, car les Flinker ont obtenu, grâce à des intermédiaires douteux qu'il a fallu payer grassement, de vrais faux papiers d'identité qui font d'eux des Ariens, des protestants. Sur le papier, Moshe Zeev Flinker, puisque c'était ses prénoms et son nom, s'appelle désormais Maurice Wolf Flinkier. Vous avez compris la traduction immédiate de l'hébreu au français. Ils ne porteront plus l'étoile jaune, ils vivent une vie de marane du XXe siècle, juif à la maison, non juif dehors. Et Moshe Flinker peut de cette manière aller, mais une seule fois, nous dira-t-il, au cinéma, pas pour voir un film bien drôle, mais pour voir le fameux film de propagande Le Juif Sus, qui, nous dit-il, fera bouillir son sang. Le fait de ne pas porter l'étoile jaune lui permet aussi d'aller de temps en temps au café pour lire les journaux, qui sont tous, bien entendu, des journaux de propagande. Pour les vraies nouvelles,
il s'est fabriqué un petit poste de radio à galène en cachette de ses parents. Et il lui arrivera de se lier d'amitié avec quelques jeunes Belges non juifs qui seront ses collègues à l'école de sténodactylo. Mais ces apparences sont trompeuses. Moshe et sa famille sont tenaillés par la peur, une peur permanente, insidieuse, qui rend la vie impossible. Il faut tout le temps passer entre les mailles du filet, échapper aux rafles, se méfier des dénonciateurs. Cette peur d'être arrêté et découvert à tout instant devient comme une seconde nature et elle marque les récits que Moshe consigne dans son journal. Elle s'incruste jusque dans la vie de famille. Une sonnerie intempestive à une heure tardive de la nuit, mais toute la famille en émoi. Un policier belge frappe à la porte pour compléter des renseignements d'état civil et il faut toute l'habileté du père et un solide bakchich pour l'empêcher de revenir. Et cette peur va manquer aussi de faire voler en éclats le couple des parents, car Mindel, la mère, veut qu'il quitte la Belgique et parte pour plus loin, peut-être pour la Suisse. Mais Eliezer n'est pas d'accord. Il est persuadé qu'ils pourront passer entre les mailles du filet et attendre la fin de la guerre, qui, selon lui, ne saurait tarder. Et en plus, il ne connaît personne ailleurs qu'en Belgique et en Hollande, où il a gardé encore de bonnes relations avec des clients ou des fournisseurs non juifs. Le journal de Moshe est écrit en hébreu, donc dans une ville occupée, et il devient, deuxième dimension du journal, non plus un journal intime classique, mais un journal de guerre. Mais une guerre sans revolver ni mitraillette, une guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les armes de l'esprit, les seules qui sont à sa disposition, celles qui lui donnent la force de l'espoir et le courage de résister. Ce n'est plus une simple recension des actes de la vie quotidienne, mais le réceptacle de ses pensées. Il va parler, il va même pleurer plutôt, en parlant de cette fille qu'il a aimée et qu'il aime toujours, depuis qu'il l'a croisée à l'école juive, entre guillemets, de La Haye, puisque tout à l'heure j'ai dit qu'il a fréquenté l'école publique jusqu'en septembre 1941. Lorsque les enfants juifs ont été exclus des écoles publiques, la communauté juive et des philanthropes, des donateurs ont créé, comme dans plusieurs autres endroits occupés par les Allemands, je pense à l'Algérie par exemple, ont créé donc une école juive, mais plutôt pour juifs, où à la fois les enfants et les professeurs étaient juifs. Et c'est donc là qu'il a rencontré cette fille, qu'il a aimée, mais d'un amour non seulement platonique, mais même non déclaré, car Moshe, je l'ai dit tout à l'heure, est un fils de famille religieuse qui était éduqué dans le respect des mitzvot qui interdisent toute relation mixte en dehors du mariage. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il a fréquenté la bibliothèque juive de Bruxelles, qui lui a sauvé la vie, en tout cas sur le plan spirituel. Il s'est jeté à corps perdu dans la lecture des livres et de revues savantes, toutes écrites en hébreu. Car comme tout enfant de famille religieuse, il a accompagné son père à la synagogue dès son plus jeune âge. Il a appris l'hébreu auprès du rabbin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va le former à l'étude de la Bible et aussi du Talmud. Mais il va aussi lire la littérature hébraïque, Agnon, Tchernichovski, Yosef Chaim Brenner, et dans les revues comme Tekoufa ou Tsefira, des articles sur la mystique juive ou sur le calendrier hébraïque, entre autres. Mais sa lecture est une lecture critique, parfois même assez dure. Plus d'une fois, Moshe emploie des mots violents. Il faut bien se rendre compte qu'il a 16 ans, il a soif d'absolu et il ne s'embarrasse pas de précautions oratoires, ni scripturaires. Sur d'autres sujets, il n'épargne personne, ni les juifs, ni les dirigeants sionistes, ni les rabbins chassidiques, ni son père même, ni aussi les non-juifs. Il faut dire qu'il a une expérience vécue de la violence aveugle et génocidaire qui s'est installée à La Haye déjà, dès le lendemain de l'invasion allemande, alors qu'il n'a que 14 ans. Mais très vite, il va s'interroger et il va poser la question du sens. Le journal de guerre, ses entrées de journaux prennent une troisième dimension. C'est ce que j'appelle le journal marqué par la recherche du sens. Fin connaisseur de l'histoire juive, Moshe, dans quelques pages éblouissantes, compare son vécu avec celui des Juifs du Moyen-Âge, avec ceux qui ont été massacrés par les croisés en route vers Jérusalem, avec celui des Juifs d'Espagne expulsés en 1492, avec
Il est créé en 1648 par les Cosaques de Chmielnitsky. Mais il sent qu'il y a une différence, une grande différence. Et il le dit en une phrase qui a des accents presque kafkaïens. Il dit « Aujourd'hui, tout se fait de manière officielle. De la même manière que la loi interdit de voler, elle oblige à exterminer les Juifs. Il est en quelque sorte condamné par la loi. » À plusieurs reprises, il évoque la notion de mérite, ce qu'on appelle dans la littérature rabbinique la théorie de la rétribution. À chaque fois qu'il apprend l'arrestation de personnes connues, amis de la famille, connaissances, chaque fois, il pose cette question lancinante. Pourquoi ? Il avance des explications qu'il puise dans sa connaissance de la tradition juive. Il se demande par exemple si le peuple juif bénéficie encore de la protection divine que lui ont apporté les mérites des patriarches. Au risque de faire un anachronisme, on pourrait dire que Moshe esquisse avant l'heure ou pendant l'heure une sorte de, entre guillemets, théologie de la Shoah. Pour l'enfant religieux, craignant Dieu, comme il l'écrit lui-même, il n'y a qu'une seule solution. C'est l'espoir d'une rédemption prochaine, d'une souveraineté juive retrouvée sur la terre des aïeux, et c'est là que le texte atteint une quatrième dimension et devient le journal d'un enfant visionnaire. Moshe perçoit ce qu'il est en train de vivre, ces persécutions sans précédent dans l'histoire, comme peut-être ce qu'on appelle en français les douleurs de l'enfantement, en hébreu Chevle Mashiach, les douleurs qui précèdent l'arrivée des temps messianiques. Et du haut de ses 16 ans, il écrit qu'il veut exercer des responsabilités politiques, devenir un homme d'État. Et pour exercer au mieux ses responsabilités, il écrit qu'il doit apprendre l'arabe, car, dit-il, il faudra vivre en paix avec nos frères, les fils d'Ishmaël, qui sont aussi les enfants d'Abraham. Et le voilà, courant les librairies dans Bruxelles occupées, à la recherche d'un manuel d'arabe. Il n'en trouve pas. Il passe alors commande d'un manuel d'arabe rédigé en allemand. Et à la fin de son journal, il annonce qu'il veut rejoindre ses frères en Eretz Israël pour les aider, parce qu'il vient de lire un article qui l'inquiète. Un article qui décrit la montée des tensions en Palestine mandataire, qui raconte le récit de la construction d'arsenals militaires, tant du côté juif que du côté arabe. Voilà, je vous ai parlé du Moshe diariste, du Moshe historien, du Moshe théologien et philosophe avant l'heure. Et je pourrais aussi vous parler du Moshe talmudiste, du Moshe poète, du fin géopoliticien, de l'enfant poète, car ses cahiers sont émaillés de poésie, belle et triste à la fois, mais toujours marqués par une foi profonde et un amour infini pour le peuple juif, pour sa terre et pour Dieu. Je voudrais maintenant qu'on puisse passer aux photos suivantes. Ils sont toutes extraites des cahiers manuscrits. Alors là, se présente la première page du journal, donc ce que j'ai appelé le cahier marron. On remarque la date 24 novembre 1942, 15 Kislev 5703 Bruxelles. Une écriture belle, claire, parfaite, sans rature. Le journal fait 125 pages. Je crois qu'il y a 6 lignes qui ont été raturées, mais pas par lui. On en reparlera éventuellement tout à l'heure s'il y a des questions. La deuxième photo, voilà, et la photo du cahier gris, ce que j'ai appelé le cahier gris, où il a dessiné sur la page de couverture les mots Eretz Israël, Magen David, avec Tzion à l'intérieur, qui est
la preuve, s'il en est, de son amour infini pour la terre d'Israël, et l'année hébraïque. La photo suivante montre la dernière page de ce cahier gris, et on remarque toujours la même écriture, la belle calligraphie, l'absence de rature, son esprit est très clair, il sait ce qu'il veut dire. Et tout en bas de la page, curieusement, pour ceux qui savent lire l'hébreu, Siyum Yomani Toda Lachem. Fin de mon journal, merci mon Dieu. Alors là, c'est le moment de s'arrêter un instant parce que c'est quand même mystérieux. Si vous avez bien suivi, nous ne sommes pas dans le journal de Moshe qui était écrit dans le cahier marron et qui se termine tout simplement le 6 septembre 1943 sans autre précision. Mais curieusement, à la fin du journal, du cahier gris, de ce cahier que j'ai appelé le cahier gris. Et pourtant, il écrit fin du journal. Ce que je voudrais faire remarquer là, en fait, c'est qu'il se pose une question. Pourquoi il a écrit cela ici? Pourquoi il a arrêté son journal le 6 septembre 1943 alors que, on en parlera peut-être tout à l'heure, il a été arrêté la veille de Pessah 1944, donc quelques mois plus tard. Pourquoi s'est-il arrêté d'écrire son journal à ce moment-là? Et je voulais dire à ce moment-là aussi, faire une remarque sur les différentes éditions précédentes, l'édition française, qui ont été publiées. Parce que lorsqu'on regarde l'édition de Yad Vashem, eh bien, l'édition de Yad Vashem comprend d'une part le journal et d'autre part un certain nombre de textes en hébreu qui figurent dans les autres cahiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce sont des notes qui, en général, ne portent pas de date. Donc, elles ont été reclassées plus ou moins à partir d'indications diverses et variées à partir de dates, mais il est impossible véritablement d'attester un ordre chronologique de ces textes-là. Et l'édition de Yad Vashem se termine par une page du journal de Moshe où il a écrit la Hatikva. 1956, Yad Vashem, on est en plein sionisme, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde l'édition qui a été publiée il y a peu d'années par la famille Moshe Flinker, qui est une réédition de ce que Yad Vashem a publié, là aussi, il y a le journal en première partie et ensuite les autres textes extérieurs. Mais dans ce journal-là, qui a été préparé notamment par un des membres de la famille qui est toujours aujourd'hui un chassid de Gour, eh bien, la dernière page du journal se termine par Shema Israël. Donc, ce que je veux dire par là, en souriant un petit peu, c'est que voilà, la question qui se pose à tout chercheur qui affronte des textes originaux, des textes manuscrits, c'est qu'il peut manipuler. Sioniste en 1956, religieux dans les années 2000, voilà les dangers de ce genre de publication. La troisième photo, ou plutôt la quatrième plutôt, est une page donc écrite entièrement en arabe. On y reconnaît en fait des exercices d'écriture, avec au milieu, sauf si j'ai été trompé, mais écrit en arabe « ma patrie ». Là aussi, une très belle calligraphie pour un garçon qui vient à peine de découvrir la calligraphie arabe. Voilà, et il y a 80 pages de ce style-là dans le cahier gris dont je vous ai parlé. La photo suivante est un peu surprenante. Je ne sais pas si vous lisez bien ou s'il faut faire un zoom. En fait, c'est comme un lexique franco-arabe. Voilà Moshe qui écrit en arabe et qui traduit en français. Liberté, libération, le travail, justement. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand ce Exactement. ne sont peut-être pas des mots qu'il a choisis au hasard. Un des textes qu'il a écrit, justement, s'intitule Jusque à quand. Un peu plus bas, Charlie. Il a loué de moi une chambre. Voilà, on passe en revue Il m'a loué sa maison. les mots. Telle heure et Attends, telle. non, non, juste avant, dans la page, on devrait voir une ligne tout en bas de cette photo-là. Je ne sais pas si on arrive à la voir. Et c'est un tout petit poème écrit en hébreu. Bon, c'est pas grave. Il faut passer à la photo suivante. Et là, surprise, c'est toujours de l'arabe, mais ce ne sont plus des exercices de calligraphie ou des exercices d'écriture d'arabe, mais tenez-vous bien, c'est l'épître aux Corinthiens de Paul écrite en arabe. Où a-t-il trouvé un évangile en arabe? Et pourquoi avoir choisi de le reproduire ici? Question sans réponse. Mais on remarque la belle écriture et la belle calligraphie. Alors, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être dans cette page-là qu'il y a le poème en hébreu tout en bas, Charlie. Oui, c'est ça. Voilà, chez lui. Eli Rachmani. Oui. Bisrout. Kolatov. Allez-y. Veshirat becha bacharti Eli Eli Hachem. Comprenez ou je traduis? Traduis. Mon Dieu, le miséricordieux. Et ça se termine par et c'est seulement toi que j'ai choisi, mon Dieu, l'Éternel. Encore la prochaine page les deux prochaines pages, là aussi c'est une surprise. On voit un texte qui est un piyut écrit en hébreu et à gauche en français. Il a écrit un texte en français que je vais essayer de vous lire. Mais si vous regardez attentivement la toute première ligne à gauche, oui, c'est bizarre. Ce n'est pas du français, c'est de l'arabe. Et qu'est-ce qui est écrit en arabe? C'est la formule par laquelle commencent tous les discours des hommes politiques, y compris Yasser Arafat en 1994 sur la pelouse de la Maison Blanche a commencé son discours par Bismillah el-Rahim el-Rahim. Et c'est écrit là. Et je peux vous lire le texte qu'il écrit en français, si vous arrivez à le déchiffrer, sinon je vous le lis tout de suite. C'est une forme de dialogue entre Moshe et visiblement un homme qu'il a croisé dans la rue. Cet homme s'adresse à lui. On ne peut pas porter comme ça ouvertement une Bible en hébreu. Et pourquoi pas, monsieur? Parce qu'on voit, surtout les Allemands, que vous êtes juif. Mais pardon, monsieur, je ne suis pas juif. Et qu'est-ce que vous êtes alors? Moi, je suis néerlandais. Mais en néerlandais, c'est encore tout à fait possible que vous êtes juif, avec la petite faute d'orthographe que j'ai laissée. Je suis protestant, répond-il. Mais en étant protestant, vous pouvez encore très bien être juif. Monsieur, vous m'avez demandé si je suis juif, j'ai répondu que non. Vous m'avez demandé ce que je suis, je vous ai répondu, je suis néerlandais et protestant. Et vous m'avez néanmoins répondu que ça n'exclut pas du tout d'être juif. Mais alors, monsieur, quelle réponse attendiez-vous, demandant si je suis juif? Et la réponse apparaît dans la page suivante, un peu plus bas. Voilà, plus bas.
Et c'est écrit en grand, c'est ce que je voulais vous montrer. On peut la lire. En effet, monsieur, on peut tout être et même en même temps être juif. La dernière photo comprend plusieurs choses. Vous reconnaissez un dessin qui représente Moïse sur le mont Sinaï, avec au-dessus probablement une représentation peut-être du Misbéach, et écrit le schéma Israël, mais pas en entier, en abrégé. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec l'accent porté sur le Echad, qu'il écrit en grandes lettres. Et au-dessus, Ta'amirenu lach, Penahamirach lanu. Alors, c'est un texte intéressant parce que, enfin, c'est une seule phrase, mais une seule phrase qui est assez lourde de sens. Parce que l'origine est dans un texte du Deutéronome, et c'est une phrase qui, pas tout à fait de cette manière-là, mais à l'envers, est reprise dans la liturgie ashkénaze de Yom Kippour. Mais de la manière dont elle est écrite ici, où il s'agit de glorification, Amirenu lach, Ve amirach lanu, j'ai traduit par sois notre témoin et nous témoignerons pour toi. Voilà, on pourra continuer bien sûr à évoquer ces différents points et à apporter des compléments si vous souhaitez lire certains textes de Moshe Flinker. Mais je voudrais conclure en disant, au-delà de ses doutes et de ses interrogations, malgré les orages de sa conscience meurtrie, Moshe Flinker s'est identifié totalement au destin de son peuple. Il était obsédé, comme les prophètes de la Bible, par la question de la rédemption. Il avait une absolue confiance en la révélation divine et de manière bouleversante et impressionnante, alors qu'il était au plus profond de la nuit, il a développé une incroyable capacité visionnaire. Lui qui n'a aucune connaissance du terrain, lui qui vit entouré de livres et de journaux, qui mène une vie religieuse juive, comme on dit, dans les 4 coudées de la halacha, il a su développer une maturité politique qui a donné lieu à des analyses historiques d'une rare acuité et d'une étonnante prescience. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien, chers amis, je propose que vous ouvriez tous vos micros pour applaudir et remercier Guilain. Non, alors, Ouvrons nos micros. Zach ou Baruch? Zach, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous allons maintenant passer aux questions. Et je vais mettre la galerie en... Voilà. Donc, nous nous voyons tous. Et donc, c'est le moment des questions. Alors, Jeanne, je crois, Jeanne demande la parole. Non? Qui est... Donc, si vous voulez... voilà, donc Tony. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Je donne juste quelques éléments d'histoire que peut-être Guilain connaît déjà, puisque j'ai vécu en Belgique plusieurs années, sur le fait suivant. Il existe de très nombreux travaux, détaillés d'ailleurs, sur les Juifs de Belgique, qui sont, bon, Guilain Fessine, il doit connaître, qui sont entreposés au centre Martine Moubert où je les ai consultés. Et c'est l'endroit le plus riche, à ma connaissance, dans ce domaine-là. C'est juste pour poursuivre. Peut-être il y a des éléments sur Moshe Flinker que tu as déjà trouvé, je ne sais pas. Je ne sais pas.
l'autre, juste aussi un petit détail aussi historique, Scarbeck, que tu as mentionné, dans la banlieue de Bruxelles, que je connais, n'avait qu'une synagogue ashkénaze, je pense. Bon. Et en 57, l'arrivée des Juifs d'Égypte à Bruxelles, puisque c'est mon cas, a donné lieu à la création de la première synagogue séfarade à Scarbeck. Voilà, créée, je donne son nom, par Maurice Zakaï. Et j'ajoute qu'aujourd'hui encore, une des synagogues séfarades de Scarbeck, je ne sais plus laquelle, est animée par un garçon que je connais. C'est un des fils de ceux qui connaissent Rabbi Eliaou Abitbol, c'est Yona Abitbol, qui vit là-bas, qui enseigne là-bas. Voilà, c'est des éléments juste de précision donc, sur la vie belge. Oui. Vous avez vécu à Scarbeck? Non, j'ai vécu à Ixelles, mais bon. D'accord, c'est à côté. Oui. Alors, pour ceux qui connaissent, Moshe Flinker et sa famille ont habité 1 rue Colonel Picard, qui commence en fait à la sortie de la gare. La gare du Nord, donc. La gare de Scarbeck. La gare de Scarbeck, d'accord. Ok. À la sortie de la gare de Scarbeck, où se trouve d'ailleurs un wagon, qui est un symbole d'un wagon de déportation. Et dont il est question de transformer la maison, l'appartement de la famille Flinker en musée. Et en fait, précisément, il s'agissait de 2 appartements. Il y avait un appartement dans lequel vivaient les parents et les filles et le dernier garçon et le dernier enfant, et un petit appartement attenant où Moshe Flinker, donc, qui était le garçon et l'aîné, vivait, semble-t-il, tout seul. D'accord. Oui, je peux ajouter quelque chose. Il y a peu de temps, peut-être au début des années 2000 ou un peu avant, ont été placés ce qu'on appelle des pavés de mémoire. Tout à fait. Voilà. Tu peux expliquer ce que c'est, si tu veux. Bon. Oui. Alors, Stolperstein, ce sont, voilà, comme on a traduit, des pavés de mémoire. C'est une initiative qui est partie d'un artiste allemand. Oui. Et donc, ça a commencé en Allemagne et il s'agissait de placer à l'entrée des immeubles où ont vécu des Juifs des pavés de mémoire qui étaient plantés dans la terre, mais qui sont eux-mêmes en cuivre et sur lesquels sont inscrits le nom, date de naissance et date connue de mort ou de déportation de la personne qui a vécu ou des personnes qui ont vécu dans cet immeuble. Et tout cela est un projet d'envergure puisque il fallait que les personnes habitant aujourd'hui dans ces immeubles-là prennent l'engagement d'entretenir ces pavés de mémoire. Alors on en trouve, ça a commencé en Allemagne, et tu as raison, on en trouve à Bruxelles et aussi à Roosendaal, qui est cette ville frontière où la famille Flinker a vécu quelques jours avant de passer la frontière belge. On en trouve aussi en France, en hommage aux enfants d'Isieux, où j'ai eu le plaisir de participer à la pose de ces pavés de mémoire pour les enfants d'Isieux en France. Alors ça, c'est très intéressant. On en trouve aussi en Alsace, notamment. Oui, alors c'est nouveau parce que justement, je pensais qu'il n'y en avait pas en France, mais c'est. Si. Il y en a une en particulier pour un oncle que je n'ai jamais connu, évidemment, qui a été déporté en 1944. Dans la maison de mes grands-parents, dans un village d'Alsace qui s'appelle Luthersolz, où il y avait une communauté juive, pas grande, mais très, très présente. Ils ont mis des Stolpersteine, et c'est en fait des artisans allemands qui sont venus. Il y a toute une cérémonie qui a eu lieu, je n'ai pas pu assister. Mais ce que je voulais ajuster, simplement, c'est les hésitations du rabbinat. Le rabbinat d'Alsace, pendant longtemps, a refusé de laisser faire poser ces pierres, oui, parce qu'ils pensaient les chiens pissent dessus, les gens marchent dessus, ça va s'abîmer. Et puis finalement, ils ont accepté. Mais ça a été dur, parce que moi-même, j'étais en contact avec l'universitaire, enfin un monsieur qui faisait un doctorat sur ces questions sur les Juifs d'Alsace, Stolperstein et autres. Et c'est lui qui m'expliquait tout ça. Voilà. Donc moi, je suis un peu intervenu pour. J'ai contacté des gens que je connaissais au niveau du consistoire, etc., pour faire pousser un peu les choses, pour que le rabbinat accepte de laisser faire ces cérémonies-là. Et finalement, le grand rabbin d'Alsace est venu. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse. Merci.
crois que Marc Elbès, tu veux intervenir? Oui, je ne veux pas trop m'insérer dans votre réunion, mais d'abord applaudir Guylain parce que tu es vraiment un orateur, à mon sens, et surtout dans ta manière d'avoir ménagé des silences entre les mots qui nous ont permis en fait vraiment de voir la personnalité extraordinaire qu'était Moshe Finker. Et je voudrais aussi t'applaudir pour le travail que tu as réalisé, parce que je me souviens dans les années 90, quand tu m'as remis une copie de ce manuscrit en anglais, et tu disais, mais ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il faut être capable de faire tout un appareil critique. En 2017, quand tu as fait paraître chez Calman Levy les carnets de clandestinité, je suis certain que les 50 pages ajoutées au volume d'origine sont ton travail personnel. Alors, parmi tous les éléments que tu as évoqués, bien entendu, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est des traits de caractère exceptionnels de ce jeune homme qui a un goût pour les langues, mais qui est aussi capable, en fait, d'être totalement inspiré. Il parle c'est une vision prophétique qu'il a. Et ayant été confiné récemment, mais beaucoup moins longtemps que n'a pu l'être cette personne, notre première tendance, c'est d'aller vers ceux qui nous ressemblent quand on en sort. Lui, son idée, c'est d'aller vers les autres. Et entre les exercices qu'il fait pour apprendre l'arabe et les écrits qu'il fait en arabe, on voit qu'il va à une vitesse incroyable. Est-ce que tu peux rajouter quelques éléments là-dessus? Alors, juste, je pose cette question parce que je vois que tu as fait un travail de suivi de son écriture sur plusieurs cahiers, plusieurs carnets. Donc, tu as dû voir cette sorte d'exégèse, cette jeunesse de l'écriture se développer. Oui, oui. Alors, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est d'ailleurs, on le voit même dans les traits physiques, entre le journal lui-même, qui est, vous l'avez vu, la première page est à l'image des autres, claire, sans rature. Les pages des autres cahiers manuscrits, on ne dit pas qu'ils sont embrouillés, mais ils peuvent comprendre différentes choses. J'ai vu, il y a une page de ces cahiers où j'ai compté 4 langues écrites en même temps. Donc, on voit que dans ces cahiers manuscrits, c'était en quelque sorte une préparation intellectuelle à ce qu'il écrivait dans son journal. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, on sent qu'il écrit au fil de l'inspiration, parce que il écrit des textes, soit de mémoire, soit recopiés. Et ce qui est assez exceptionnel pour un enfant, je dirais, issu d'une famille orthodoxe, proche du Chassidoute de Gour, il avait une connaissance étonnante, non seulement de la Torah, mais aussi des prophètes, ce qui est extrêmement rare. Vous savez qu'aujourd'hui, en France ou en Israël ou ailleurs, dans les yeshivot, on n'étudie presque jamais les prophètes et les hagiographes. Je dirais jamais. La Torah, presque, je veux dire, à partir des commentaires de la Torah. Mais c'est une question d'ailleurs qui se pose. Alors que lui, au contraire, s'attache beaucoup à écrire et à citer les prophètes. Il y a beaucoup de citations d'Ésaïe, beaucoup de citations d'Ézéchiel. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'ensemble de ces textes, quelle que soit leur nature, eh bien, ce n'est pas étonnant, mais ils s'articulent autour de deux événements. Il y a Tisha B'Av et Yom Kippour. Beaucoup de ces textes sont relatifs à la liturgie de Tisha B'Av et à la liturgie de Yom Kippour. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce que je voulais dire de plus sur les cahiers. Jean-Claude? Ouvre ton micro, Jean-Claude. Attends. On n'entend pas. En bas à gauche.
dans la barre des tâches. Il faut cliquer sur le micro. On n'entend pas. En bas à gauche, sur la barre des tâches, en bas à gauche, il y a une icône qui représente un micro. Attends, je vais essayer. Charlie, en tant qu'administrateur, tu peux lui donner Voilà, c'est ça. son micro. Tu peux lui ouvrir le micro. J'essaye, mais sans succès, chers amis. J'essaye, mais je n'y arrive pas. J'ai beau appuyer là-dessus. J'ai beau appuyer sur le micro. Je suis un mauvais administrateur, je vous le dis tout de suite. La seule chose que j'ai, c'est demander la réactivation du micro. C'est tout ce que j'ai. Désolé, hein, Jean-Claude, c'est dommage. Attends, Jean-Claude, demander la réactivation du micro. J'ai rien d'autre, c'est bizarre. Attends, non, je vais essayer une autre méthode. Tu peux appeler-le par téléphone. Et attends, non, je ne vais pas appeler, non. Jean-Claude, tu peux essayer de parler? Non. Désolé. Il peut peut-être écrire la question. Enfin, oui, peut-être. Voilà, tu peux écrire, Jean-Claude, tu peux écrire la question effectivement dans l'icône conversée en bas. Et à ce moment-là, voilà. Alors, David, je crois, David Ankawa, tu as demandé la parole? David? Non. Alors, moi, j'ai une question. En attendant que Jean-Claude réussisse à se connecter, les sœurs de Moshe Flinker qui sont immigrées en Israël, quel est un peu leur destin? C'est-à-dire, quand est-ce qu'elles sont arrivées? Qu'est-ce qu'elles ont fait ensuite? Et est-ce qu'elles ont un peu entretenu la mémoire du frère? Enfin, voilà. Oui. Donc, des 7 enfants de la famille, finalement, seul Moshe a disparu. Peut-être dire un mot de sa disparition. Je disais tout à l'heure qu'il est resté avec son père tout le temps, ce qui est assez extraordinaire. En octobre 1944, alors que les armées russes approchaient, il a été envoyé en train avec son père et d'autres prisonniers dans le camp de Stutthof. Alors, à ne pas confondre avec Struthof, qui se trouve en Alsace. C'est Stutthof qui se trouve à côté de la mer Baltique, dans le nord, à côté de la ville polonaise de Szczecin. Du Stutthof, qui est quand même le nord de la Pologne, alors que Auschwitz est tout au sud, ils ont été emmenés à Echterdingen. Echterdingen, je prononce peut-être mal en allemand, est un terrain d'aviation qui se trouve à côté de Stuttgart. Pourquoi? Parce que le terrain d'aviation a été bombardé par les forces alliées et qu'il fallait de la force de travail pour reconstruire les pistes. Il a donc été emmené avec son père et d'autres prisonniers à Echterdingen, à côté de Stuttgart, et pour rendre les choses plus compliquées et simplement vous expliquer quels sont les affres du chercheur de manuscrits, parce que pendant longtemps je ne comprenais pas, j'ai lu qu'il était au Struthof. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a une erreur. Il parle peut-être du Struthof du nord de la Pologne et pas du Struthof d'Alsace. La réponse est venue, c'est l'administration allemande qui a quadrillé le territoire en camps et en sous-camps, et Echterdingen était un sous-camp de Struthof-Natzweiler. Voilà pourquoi on pouvait éventuellement, j'ai pendant un certain temps pataugé entre ces deux orthographes. Il était donc à Stuttgart, à côté de Stuttgart, lorsqu'il il y a eu une forte épidémie de typhus qui a fait que les prisonniers ont été évacués et transportés toujours en train à Bergen-Belsen. Donc, premier transport, octobre-novembre 1944, et dernier transport vers Bergen-Belsen, le 22 janvier 1945. Et il arrive à Bergen. Probablement, ils sont malades du typhus. On ne retrouve pas leur nom sur des listes de travail. Donc, tout porte à croire qu'ils ont disparu de la maladie peu de temps après. Et
ce qui m'a beaucoup ému, c'est quand j'ai réalisé qu'il se trouvait probablement à quelques baraques de là où se trouvait Anne Frank, où elle allait mourir aussi du typhus. Alors, il a été arrêté avec 2 de ses sœurs, donc Esther et Léa, qui sont revenus des camps. Les autres enfants et le jeune fils ont été sauvés. Pourquoi ils ont été sauvés? Parce que, en fait, la famille a été dénoncée. C'était la seule manière d'être arrêté en quelque sorte, sauf tomber dans une rafle par malheur. Mais ils ont été dénoncés et pour ceux qui connaissent Bruxelles et l'histoire des Juifs de Bruxelles, je pense que le nom est familier, dénoncés par quelqu'un qui s'appelait le Gros Jacques, qui était un Juif et qui se faisait payer en espérant comme ça sauver sa famille, qu'il n'a pas réussi à sauver malheureusement. Ils ont été arrêtés la veille de Pessah, donc la Gestapo arrive, surgit dans l'appartement avec le Gros Jacques, et bien entendu, la maman est en plein préparatif, les matzot sont sur la table, les poulets sont en train de cuire, ils pouvaient dire tant qu'ils voulaient qu'ils étaient protestants sur leur carte d'identité, ça ne faisait illusion à personne. Ils ont donc été emportés et arrêtés, puis ensuite mis à Malines, qui est le Drancy belge. Mais au moment où la Gestapo se trouvait dans leur appartement, le père et les autres enfants, donc le jeune garçon et les 3 autres sœurs, revenaient des bains municipaux. Il n'y avait pas de salle de bain dans leur appartement, donc ils revenaient des bains municipaux. Et au pied de l'immeuble se trouvait un bar, qui est toujours là d'ailleurs, même s'il est fermé, parce que je suis allé à Scarbeck il y a quelques années. Et c'est la patronne c'est la patronne du bar qui a fait de grands signes à M. Flinker en lui disant « Partez, 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 il ne faut pas rester là ». Le père prend la précaution ou arrive à mettre ses enfants en sûreté dans des orphelinats juifs. Ils vont connaître quelques péripéties d'orphelinat en orphelinat. Et il est probablement arrêté quelques jours plus tard dans une rafle. Et c'est comme ça qu'il rejoint sa femme et ses enfants, puisqu'ils sont arrêtés le 5 avril 1944 et déportés le 19 mai. Donc, pendant cet intervalle-là, il se trouvait au centre de Malines, père, mère, les 2 sœurs et Moshe Flinker. À la fin de la guerre, les 2 sœurs reviennent et sont rapatriées en Belgique. Elles retrouvent leurs 3 sœurs et le jeune frère et elles décident d'émigrer en Israël. Elles ont gardé l'esprit et la pratique du judaïsme orthodoxe. La sœur aînée va ensuite quitter Israël pour se marier et aller aux États-Unis, mais toutes les autres sœurs ont vécu à Jérusalem. Et j'ai eu la chance de connaître les sœurs qui ont vécu à Jérusalem, pas celle qui a vécu à New York et qui était décédée depuis. Voilà, elles ont créé de nouveaux foyers. Elles vivent dans le culte de leurs frères. Et elles ont donné naissance à de très nombreuses familles. Je crois que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants se comptent par centaines aujourd'hui. Merci. J'en profite, ce Gros Jacques, quel est son destin? Est-ce je veux dire, quelqu'un l'a... Il a été liquidé. Il a été liquidé. Oui. Alors, il a été liquidé par la résistance. Je ne sais pas si la question nous sera posée sur la résistance, mais je vais peut-être juste faire une incidente, parce que tu en parles. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que Moshe a arrêté son journal le 6 septembre 1943. Et il a été arrêté, lui, en avril 1944. Et une des hypothèses qui m'a été suggérée par une de ses sœurs, d'ailleurs, c'est qu'il était peut-être entré à ce moment-là dans la résistance. Et on peut comprendre que la raison principale qui l'avait poussé à commencer et à écrire son journal, c'était
à la fois la solitude, le besoin d'en faire le réceptacle de ses pensées, et aussi une manière de tromper l'inaction. Et donc je fais l'hypothèse qu'à partir du moment où il est entré en résistance, il n'avait plus besoin de journal. Je crois que Tony veut intervenir. Oui, c'est pour revenir sur le gros Jacques, bon, puisque tu posais la question aussi, Charlie. J'ai rencontré toujours à Isieux une association belge, j'ai oublié son nom, pour la défense de la mémoire des Juifs en Belgique. J'ai oublié son nom précis, vous m'excuserez. Et deux des responsables de cette association, bon, on avait déjeuné ou dîné ensemble, m'ont parlé longuement, sachant que j'avais vécu en Belgique, de la manière dont leur famille a été déportée. Et donc, il a été question d'une dénonciation. Je ne suis plus très sûr si c'était le gros Jacques ou non. Et donc, il m'avait parlé aussi du fait que ce dénonciateur était juif, qu'il avait été liquidé, c'est peut-être lui. Mais j'ajoute ceci, c'est que le président et la vice-présidente, je ne sais plus, qui étaient là, me disaient qu'il y avait quelque chose d'absolument indigne en Belgique. C'est que la famille des rescapés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas partis avec père, mère ou sœur, on leur a décerné une médaille au nom du fait que leurs parents ont été morts pour la patrie. Leur patrie, c'est-à-dire la Belgique. Et ils s'étranglaient d'indignation sur le fait que c'était des défenseurs de la Belgique, alors que c'est la Belgique qui a organisé leur déportation à Malines. J'avais été très ému par cette dénonciation. Une de ces dames était une vieille dame. Elle en pleurait encore. Voilà, je signale ça. C'est peut-être lié au gros Jacques, je ne sais pas. Si ces questions-là ne sont pas épuisées, je me permettrai de poser une question sur l'arabe et sur… si on a le temps, Charlie. Sinon, laisse parler les autres. Hein. Oui, on a encore quelques instants. Oui. Mais je peux revenir à l'arabe, si c'est possible, sur la page d'un de ses cahiers où il écrit au nom de Dieu le miséricordieux. C'est la page d'arabe. Oui, alors c'est la page où il écrit ce dialogue en français. Ouais. Et au-dessus de cette page, il écrit cette formule qui est en fait la formule de politesse, enfin politesse, je ne sais pas si on peut appeler ça une formule de politesse, mais en tout cas c'est la formule d'introduction des discours que font tous les dignitaires musulmans. Non, ce que je veux signaler, c'est que ce qui est écrit, ce n'est pas la formule en entier. Il y a la répétition, Bismillah, Bismillah, c'est-à-dire mon Dieu, mais il n'y a pas la suite. Alors, je me suis posé la question, je fais l'hypothèse suivante, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, il faudrait demander à des gens qui connaissent mieux le Coran que moi, parce qu'il voulait peut-être signaler par là, ne donnant pas la formule exacte et entière, c'est surtout entière, au nom de Dieu, au nom de Dieu, mais pas au nom de Dieu le miséricordieux, bon, parce qu'elle est suivie d'autres choses. Bon. Et je me faisais la réflexion, peut-être qu'il a voulu ici marquer, pour ceux qui le savent, sa distance, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, lui. De la même manière, oui, absolument. Je crois que, je sais pas. Oui, non, mais je crois que c'est une hypothèse tout à fait valable parce que il fait la même chose à un autre endroit où il cite Paul, et la fameuse phrase de Paul qui parle de la circoncision des cœurs. Dans l'épître aux Hébreux, oui. Voilà. Et il ajoute Paul à Meshumad, Paul l'apostat. Donc, l'apostat, oui. Il cite Paul, mais il n'oublie pas de rajouter Paul l'apostat. Oui, à juste titre demeurant. Bon. Voilà. Bon. Et ça me fait penser à un autre endroit. Oui, alors la phrase en question de Paul, c'était « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, seul compte l'obéissance au commandement divin. » Oui, c'est la même épître, oui. Voilà. Bien, merci beaucoup. Peut-être, est-ce que Jean-Claude, tu peux parler maintenant? Tu peux ouvrir ton micro? Non, ça ne marche pas. Bon, désolé, ça sera la prochaine fois, j'espère, en tout cas, avec plaisir. David, tu voulais intervenir? Non. Non. Bien, ben écoutez, chers amis, voilà ce que je vous propose. Nous allons ouvrir tous nos micros pour applaudir une nouvelle fois.